Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de sujets divers, enfin surtout un petit peu de l'obésité. Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et dedans, il y avait, alors je l'ai sous les yeux, donc du coup, il y avait le journal de ma région. Alors moi, région Occitanie, Midi-Pyrénées et Méditerranée. Enfin, on dit plus Midi-Pyrénées d'ailleurs, c'est Pyrénées et Méditerranée. Bref, en fait, j'ai reçu ça et ce qui m'a interpellé, c'est qu'en gros titre, il y avait alimentation, on a encore le choix pour bien manger, etc. Et donc, il y a eu pas mal de choses, dont un article qui m'a un peu interpellé, d'ailleurs plutôt positivement. C'est du bio, la région s'engage et ils disent la région s'est fixée comme objectif d'atteindre 40% de produits locaux, dont 20% de bio dans les cantines des lycées d'ici 2021. Alors bravo, c'est bien pour les lycées. Alors je sais pas ce qu'il en est des écoles, etc., des maternelles et tout ça, mais bon, pour les lycées c'est bien. Mais je pense que, enfin bon voilà, après je vais parler comme un patron qui parlerait à son salarié qui disait beau résultat, c'est bien, bel objectif, mais peut mieux faire entre guillemets. Je dis ça d'une manière, c'est un petit peu gonflé de ma part parce que je sais pas du tout voilà ce que ça engage de leur part, mais bon bref, j'ai envie de les motiver et j'ai envie de leur dire bien, mais peut mieux faire. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que quelque part, c'est bien en fait de nous informer là-dessus, mais quelque part, beaucoup de personnes, dont moi, on aimerait être acteur. C'est-à-dire, on aimerait aider ce mouvement-là. Moi, je suis assez. D'ailleurs, ça va rejoindre un petit peu l'avis d'un professeur qui a aussi dans le journal là, qui a une double page dédiée. J'aimerais qu'on nous donne des solutions pour être acteur de ce changement. C'est-à-dire que 20% de bio, dont 40% de produits locaux, dont 20% de bio dans les cantines, c'est très bien. Comment nous, en tant que personne indépendante, on peut aider à améliorer ce chiffre-là. Ce serait bien de nous donner des pistes pour que nous, on puisse aider ce mouvement. Parce que là, bon, la région, elle investit, d'accord, mais on ne sait pas en fait comment ça se passe exactement. On voit que la vitrine, on voit pas le back office. Et nous, on aimerait bien un petit peu voir le back office pour que savoir qu'est-ce que nous on peut faire pour que ça s'améliore. Est-ce qu'il faut, je sais pas, enfin bon, donnez-nous des solutions et pour qu'on fasse grimper ce chiffre finalement, qu'on soit réellement acteur de ça. Donc ça, c'est mon point de vue. Après, je sais que pas mal de personnes ne partagent pas ça parce qu'ils en ont rien à foutre de l'alimentation, de l'obésité, etc. Moi, je pense que c'est un domaine qui est quand même actuellement vraiment d'actualité. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a toute cette nourriture qui est extrêmement addictive et extrêmement, énergétique, extrêmement dense. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais dans un précédent podcast, l'alimentation moderne, très sucrée, très salée, très transformée, au niveau du cerveau, en fait, trompe les hormones, les neurotransmetteurs et tout, tellement que finalement, le corps qui a normalement des capacités de verrouiller quand il a trop mangé, de verrouiller l'appétit, de verrouiller finalement la faim, par ces aliments trop sucrés, trop salés, trop gras, trop transformés, etc., n'y arrive plus. C'est-à-dire que le pouvoir de ces aliments extrêmement addictifs sont tellement puissants, tous ces pouvoirs-là, sucrés, etc., que le corps, l'organisme n'a même plus les armes pour se battre contre ça. Pour donner une image, à la fin d'un gros repas de fête, on va tous manger un morceau de gâteau. Par contre, à la fin d'un gros repas de fête, si on nous apporte une tomate, peu de gens vont la manger. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus faim. Mais l'attractivité, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, d'un bon gâteau bien crémeux au chocolat ou autre, un dessert favori, c'est tellement puissant finalement que le corps, enfin le cerveau, la volonté, là on n'en parle même plus. Bref. Donc bon, après il y a une part de responsabilité de chacun. Il y a des personnes qui arrivent à manger sainement, à être en forme, donc c'est que c'est possible. Mais on va dire qu'on peut améliorer ça en travaillant un petit peu plus sur le côté éducation. Voilà, enfin ça c'est mon point de vue. Alors il y a quelques repères que j'avais envie de citer aussi par rapport à l'article. Ils disent en 20 ans le temps de préparation du dîner est passé en semaine de 42 à 28 minutes et le week-end de 60 à 37 minutes. Ensuite, on a 26% du budget alimentaire est dépensé hors du domicile contre 14% en 1960. Donc les gens mangent plus dehors finalement.
Bon, après, ça va peut-être aussi avec le mode de vie un petit peu speed. Avant, peut-être que les gens avaient le temps de rentrer chez eux entre midi et deux. Aujourd'hui, c'est plus possible. Après, la consommation de viande rouge est aujourd'hui de 24 kilos par an et par habitant contre 33 kilos en 1969. Celle du pain a été divisée par 3 par rapport aux années 60. Alors ça, est-ce que c'est par rapport au phénomène gluten? Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et après, le plus intéressant pour moi, hein, je trouve, c'est cet article Alimentation et santé, c'est bien plus grave que ce que l'on pense. Et là, c'est rencontre avec le professeur David Noka, spécialiste de la chirurgie de l'obésité et du diabète au CHU de Montpellier, cofondateur de la Ligue contre l'obésité. Donc Montpellier, vous savez que c'est là où je vis. Et je soutiens ce professeur qui répond à plusieurs questions, dont une. Alors là, quel regard portez-vous sur l'évolution de notre comportement alimentaire? Alors bon, il dit qu'il était moins privilégié de l'évolution des comportements, etc., etc. Les enjeux en termes de santé publique sont considérables quand on sait que selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, dans moins de 15 ans, 6 Français sur 10 seront en surpoids et 1 sur 4 obèses. Donc je sais pas où on en est par rapport aux États-Unis, mais je pense qu'on commence à les titiller un petit peu. Enfin, en tout cas, on va peut-être rattraper leurs précédents chiffres, peut-être pas ceux actuels, mais ceux d'il y a quelques années. Et 6 Français sur 10 seront en surpoids, ça représente quand même, pour moi, le signe qu'il y a quelque chose qui est déréglé. C'est-à-dire que le surpoids et l'obésité, on sait clairement que c'est mauvais pour la santé. Au-delà du facteur esthétique, donc on sait tous les problèmes psychologiques et tout que ça peut causer pour les enfants notamment, pour les femmes, pour pas mal de personnes, même enfin pour les hommes aussi, hein, parce que les hommes aussi souffrent du surpoids lié pour leur séduction, pour tout un tas de choses, même pour la recherche d'emploi. Ça a été démontré dans des diverses conférences que je regardais sur le cerveau, sur les émotions, etc. Des conférences sérieuses, hein, pas des conférences abracadabranquestes, je sais pas si on peut dire ça comme ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais bon bref, dans ces conférences, il disait clairement que on avait un avis, l'avis différé en fonction de l'apparence physique de la personne. C'est-à-dire qu'une personne jolie, en forme et tout, aura des résultats beaucoup plus positifs qu'une personne en surpoids. Et notamment, ça avait été fait des tests par l'envoi de CV avec photo. Donc ça, on peut voir qu'il y a un impact au niveau de sociétal, on va dire, mais aussi au niveau de la santé. Enfin, surtout au niveau de la santé, ce qui est le plus important finalement. Et donc, il dit aussi comment agir pour prévenir une alimentation, comment agir pour revenir à une alimentation plus correcte. Alors, il existe différents programmes de sensibilisation à l'importance de bien manger mis en place par les différents gouvernements successifs. Alors, ça parle de campagnes de promotion d'une meilleure hygiène de vie, sont nécessaires, mais ne peuvent suffire. Alors, l'un des nerfs de la guerre est l'éducation des enfants dans les écoles et l'adéquation entre ce que l'on tente de leur apprendre et ce que l'on met dans leur assiette. Les cantines ont un rôle fondamental insuffisamment pris en considération. Pardon, excusez-moi, je bug un peu. Certainement parce que je suis un peu trop animé par le sujet. Et je pense qu'ils ont raison, dans le sens où on va apprendre de manière pédagogique peut-être à bien manger aux enfants, c'est-à-dire qu'on va leur faire des belles fiches, etc., des beaux visuels sur manger des légumes, sur manger moins salé, etc. Mais finalement, quand ils se retrouvent dans le concret, c'est-à-dire devant leur assiette à la cantine, ils ont des plats qui vont pas dans le sens de ce qu'ils apprennent, ou alors peu. Et donc du coup, je pense que on est beaucoup plus à même de bien apprendre quand on pratique. Et des enfants qui mangent clairement ce qu'ils ont appris, par exemple, ils ont appris à bien manger une bonne part de végétaux à chaque repas, pas trop de féculents, etc., pour faire attention, surtout s'ils sont peu actifs, d'avoir une petite ration de protéines, etc. Enfin, un repas équilibré par rapport à leur tranche d'âge, hein, je vais pas tout détailler ici. Si, quand ils l'apprennent sur le papier, ils le retrouvent dans leur assiette le midi, mais en fait, ça peut être qu'un renforcement. C'est-à-dire qu'ils peuvent même se rendre compte si le cuistot est bon, que manger sainement, ça peut être bon au goût. Et ça, je pense qu'il a bien... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, le rôle fondamental des cantines, finalement. Et ça, ça va dans le sens du précédent article que je citais là. Alors, quelques repères, encore une fois, l'eau ne constitue que la moitié des boissons consommées par les enfants.
Donc on imagine que le reste c'est quoi? Des jus de fruits, des sodas, des trucs comme ça. Enfin en fait des trucs qui font grossir quoi. On estime à 711 millions le nombre de personnes obèses dans le monde en 2015, dont 107 millions d'enfants. L'obésité tue 3 fois plus que la faim. Ce qui est quand même paradoxal, hein, de se dire qu'on lutte, on entend beaucoup de gens, oui, la faim dans le monde, etc. Mais finalement, il y a plus de gens qui ont des problèmes avec l'obésité que des problèmes avec la faim. Donc il y a quand même un déséquilibre. Il faut pas oublier les gens qui ont faim, mais bon, les gens qui ont faim, ils ont pas trop de moyens d'action entre guillemets. Hein. Souvent, c'est pas par plaisir. Alors que l'obésité, je vais pas dire que c'est par plaisir, mais c'est des gens qui ont quand même accès à des calories. Donc le mieux manger, c'est important, mais il y a aussi le côté volonté et le côté prise de conscience. Et ça passe pas, pour les enfants en tout cas, par une réflexion. Ça passe par de l'éducation. Nous, en tant qu'adultes, on peut avoir la réflexion. Au bout d'un moment, se prendre en main, se dire, bon, écoute Coco, là je suis en surpoids, je vais commencer à m'y intéresser. Un enfant, non. Un enfant, il a le cerveau qui est en mode apprentissage. Si on lui apprend les bons réflexes aujourd'hui, demain, il aura de fortes chances de les conserver. Donc c'est quand même important, le rôle de l'éducation là-dedans. Enfin, pour moi, hein, à mon sens. Donc l'éducation passe par le côté pédagogique, mais aussi par le côté pratique. Leur apprendre à bien manger, c'est aussi leur donner de la bonne nourriture. Bon, après, voilà, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de moyens. En fait, on me donne pas d'outils, alors à moi personnellement, mais à toutes les personnes qui ont envie d'agir, d'outils pour aider ces gens-là. Après, moi, je vais donner une petite piste de réflexion. Mais bon, je continue par rapport aux repères de l'article. En 2030, 6 Français sur 10 seront en surpoids. 58% des femmes et 66% des hommes. 3,5 millions de Français touchés par le diabète. Si les cancers sont la première cause de mortalité en France, on estime qu'un tiers d'entre eux pourraient être évités grâce à une alimentation plus équilibrée. Alors là, on n'est pas sur un site de contre-info, de nutrition santé, machin chose, un petit peu privé. Non, là c'est le magazine de la région, hein, que je cite. Donc c'est quand même assez novateur de dire qu'un tiers des cancers pourraient être évités grâce à une alimentation plus équilibrée. On n'entendait pas ça il y a encore quelques années. Hein. Et un adulte consomme en moyenne 95 grammes de sucre, alors que la recommandation officielle est de 50 grammes. Quand on parle de sucre, on parle de, vous savez, le don sucre des aliments, pas les glucides. Vous avez, quand vous regardez sur les étiquettes d'un produit que vous consommez au quotidien ou pas d'ailleurs, un produit que vous achetez dans le commerce, vous avez les valeurs nutritionnelles derrière sur le tableau avec les protéines, les glucides, les lipides, les fibres, le sel, etc. Vous avez, selon l'aliment, plusieurs références dans le tableau. Et dans les glucides, vous avez en règle générale, et je pense que c'est obligatoire, mettre le don sucre. Donc ce don sucre est toujours plus bas. Mais par exemple, pour un produit très sucré, extrêmement sucré, par exemple des gâteaux et tout, vous pouvez avoir 50 grammes de glucides, dont 49 de sucre. Donc potentiellement, il y a 1 gramme de glucides, on ne sait pas trop ce que c'est, peut-être des fibres ou autre, et le reste, c'est du sucre. Et finalement, un adulte consomme en moyenne 95 grammes de sucre, alors que la recommandation officielle est de 50. Donc en fait, on consomme 2 fois plus de sucre. Donc il faut quand même s'en rendre compte. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce chiffre-là sans manger de sucre purement, c'est-à-dire sans volontairement prendre des produits sucrés. Mais par contre, volontairement prendre des plats transformés. Et quand on regarde le don sucre, comme je vous disais, qu'il y a dans vos produits transformés, donc je vous invite à faire ça d'ailleurs là. Prenez tous les aliments que vous avez dans votre placard et dans votre frigo. Vous prenez 10-15 minutes et vous regardez le don sucre. Et vous calculez à peu près sur la journée ce que vous mangez. C'est-à-dire, vous allez regarder, tiens, par exemple, le matin, je mange ça, combien il y a de don sucre. Le midi, je mange ça, combien il y a de don sucre, etc. Et vous allez avoir votre consommation journalière. N'oubliez pas le petit sucre dans le café, d'ailleurs. Pour ceux qui consomment du café au quotidien, n'oubliez pas le petit sucre que vous mettez dans votre café, à la machine à café, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des personnes, entre guillemets, que je connais pas leur travail concrètement, donc je sais pas si c'est des bonnes ou des mauvaises personnes, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont au moins un petit peu engagées là-dedans, et qui ont envie de faire avancer les choses. Mais moi, ce que je recommande à toutes ces organisations, à toutes ces personnes, c'est de donner des outils aux indépendants comme nous, aux personnes de la vie de tous les jours, pour aider ce mouvement-là. Comment on peut soutenir ça? Comment on peut accélérer les choses pour que ça aille mieux? Pour qu'il y ait une forme d'engagement, pour que ça nous donne du sens à nous aussi, et pas juste attendre que la nouvelle tombe en disant « ça y est, le gouvernement a fait telle ou telle chose pour nous, c'est bien ». En fait, moi, j'aime pas râler contre le gouvernement,
Ce que j'aime, c'est qu'on ait des solutions pour le faire évoluer. Alors je m'en fous, je fais pas de politique, hein, ça m'intéresse pas, je n'y connais strictement rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que au quotidien, je suis certain qu'on peut améliorer certaines choses. Il faut juste, vous qui avez toutes les données, nous donner des pistes pour qu'on puisse agir. Bref, c'est simplement le petit message que je voulais passer. Autre chose, moi, je pars du principe que certes, il y a l'alimentation qui entre en jeu. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup trop d'alimentation addictive, attractive, de plaisir, on va dire, comparé à de l'alimentation santé. Donc j'ai déjà expliqué que toute cette alimentation nocive qui nous fait grossir, etc., trompe. Enfin, c'est pas qu'elle trompe, c'est qu'elle est tellement puissante que notre organisme, notre cerveau, n'arrive pas à produire ce qu'il faut pour nous raisonner. Donc ça, c'est un point. On est d'accord, donc mieux manger, ça va nous aider à modérer un petit peu tous ces états de satiété, etc. au niveau hormonal et cérébral, enfin bon, bref. Mais au niveau de l'activité physique, c'est pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, mettre une tablette dans les mains d'un enfant ou même d'un adulte, c'est beaucoup plus attractif que lui dire d'aller marcher, d'aller jouer au ballon dehors. Et je connais pas les valeurs, mais certes, il y a des personnes, quand ils sont par exemple dans des cités, dans des logements HLM, avec pas du tout de jardin, avec des enfants qui sont pleins d'énergie mais qui sont cloisonnés, en règle générale, enfin moi en tout cas, ce que je voyais, c'est que quand on est dans cet environnement-là, on a plus de chances d'aller sortir dans la rue, d'aller jouer au foot, etc. Et je pense que l'obésité ne touche pas que les personnes qui ont peu de revenus, donc qui peuvent mal s'alimenter et tout ça. Parce qu'il y a aussi des personnes dans ces foyers-là qui sont capables de descendre pour aller s'occuper parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des tablettes. Enfin, les parents n'ont pas les moyens de leur acheter des tablettes, des consoles et tout ça. Donc, ils vont aller dehors, ils vont jouer, ils vont s'activer. Donc, il y a aussi des personnes dans les foyers avec des revenus plus élevés qui ont eux accès du coup à tout ce qui est console de jeu, tablette et tout, et qui ont accès aussi au jardin dehors pour pouvoir, pas s'épanouir, mais pouvoir se dépenser, finalement qu'ils le font pas. Donc je pense que dans les deux cas, il y a une problématique, c'est-à-dire que il faut clairement réussir à redonner du sens à l'activité physique aux gens. Et ben, quelque part, ça passe aussi par la mise en avant, la promotion. Comment ? Enfin, moi, j'aimerais bien réussir à donner, enfin, pas à donner, mais comprendre comment promouvoir finalement l'activité physique. J'ai vu récemment, et on en parlait avec le kiné avec qui j'ai fait un épisode l'autre jour, une petite campagne pour le mal de dos où souvent sur les abribus on voyait des affiches où il y avait marqué le mal de dos, bouger, etc. Où en fait ils encourageaient le mouvement pour solutionner en tout cas ou partiellement le mal de dos. Donc je trouve que c'est une bonne technique. Est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque chose qui pourrait motiver les enfants à bouger de la même manière, même les gens, même les adultes, trouver des affiches en mettant en avant le fait de bouger comme positif, comme vous aurez plus... Enfin, en fait, moi, je connais tous les avantages, puisque je me bouge tous les jours, je fais du sport depuis plus de 10 ans maintenant, je me suis remis en forme parce que j'étais en surpoids, et je peux vous dire que le rythme de vie que j'ai aujourd'hui est beaucoup plus profitable pour moi. Au niveau esthétique, ça c'est d'un point de vue personnel et c'est subjectif, mais je m'accepte beaucoup mieux dans le miroir. Enfin, en tout cas, je suis comment dire, satisfait des résultats que j'ai obtenus par le sport quand je vois mon reflet dans le miroir. Au niveau de la santé, ben, quelque part, je me protège beaucoup plus des maladies comme le diabète, les maladies de type métabolique qu'une personne qui est en surpoids. Au niveau de la force et de l'énergie au quotidien, j'en ai beaucoup plus. Au niveau du mental, j'ai une meilleure résistance puisque le mental se développe face à quelque part à la contrainte, aux problématiques qu'on va résoudre. Donc le sport, se résigner entre guillemets, enfin pas se résigner, mais se volontairement aller au sport tous les jours, c'est quand même quelque chose qui développe une certaine forme, un mental. Et toutes ces capacités-là, je sais que beaucoup de personnes aimeraient les avoir plus d'énergie, être en forme, être plus fort, s'accepter plus facilement dans le miroir, avoir une santé un petit peu améliorée. Donc tout ça, on pourrait peut-être penser que ceux qui travaillent sur les affiches publicitaires réussiraient à mettre en avant le fait de bouger comme positif. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait. Ça a été fait pour le mal de dos, pourquoi ça ne serait pas fait pour la forme physique ? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on a le droit... Parce qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, mais le sport, attention, il faut pratiquer raisonnablement, il faut être encadré, c'est dangereux, etc. Ok. Mais moi, à partir du principe où on met
Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. À partir du moment où on met une publicité pour de la pâte à tartiner qui contient beaucoup plus de sucre et de graisse que n'importe quel autre produit sain à la télévision, entre les dessins animés du matin pour les enfants, je pars du principe que si on a le droit de mettre ça, qui est officiellement potentiellement dangereux. Enfin, c'est dangereux, on le sait, de manger de la sorte, c'est pas bon à long terme. Donc c'est dangereux. Mais par contre, on n'est pas encadré pour ça. Il y a rien en fait, c'est-à-dire que on a personne qui vient avec nous dire bon ben si t'achètes cette pâte à tartiner ou ces céréales très sucrées, tu vas devoir faire ci, faire ça, faire non, personne vient nous éduquer. Par contre, pour l'activité physique, attention, ne t'y mets pas comme ça, c'est dangereux, etc. Quelque part, alors certes l'activité physique, il y a peut-être un risque à court terme. La personne fait mal, elle peut se blesser, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que l'alimentation malsaine, il y a des risques qui sont plus à moyen long terme, mais il y a des risques quand même. Donc tout ce qui est risque à moyen long terme, on a tendance à les oublier. Et on a tendance à se concentrer un peu trop sur les risques à très court terme. Donc ce qui est pareil pour le tabac, pour l'alcool, pour toutes ces choses-là, où on n'y pense pas finalement aux risques à long terme. Et donc, moi, ce que j'avais envie de proposer, c'est peut-être de mettre en avant, alors comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus de promotion sur l'activité physique. Pour moi, l'activité physique, à partir du moment déjà où on se bouge, ce qui fait pas tout, je suis d'accord, il faut quand même bien manger, mais à partir du moment où on se bouge, on va quand même brûler des bûches. C'est-à-dire que la chaudière, elle va tourner, donc ce qu'on va mettre dans l'organisme aura plus de chances d'être brûlé, d'être métabolisé. Donc après, pour moi, c'est une première approche, c'est-à-dire déjà remettre en mouvement la société, remettre en mouvement les gens. Et après, les éduquer au niveau de l'alimentation. Mais de toute façon, quand on commence à faire, par exemple, moi, mon domaine, c'est le fitness. Quand on commence à s'entraîner, ah oui, je précise parce que je sais qu'il y a des personnes qui me rejoignent à chaque épisode. Donc, mon domaine, c'est le fitness, la musculation, la nutrition, le sommeil, voilà, tout un style de vie, on va dire, en forme. Quand on commence à s'intéresser à l'entraînement de résistance cardiovasculaire et tout ça, naturellement, on va s'orienter vers l'alimentation parce qu'on va voir que certains moments, on récupère mieux quand on mange ça. Ou alors, quand on est dérangé au niveau digestif, on arrive moins bien à s'entraîner. Donc, automatiquement, par des petites contraintes du quotidien, on va améliorer sa diététique. Mais ça, c'est pour les personnes qui ont envie de durer, de persévérer. Et moi, je pense que, voilà, ce genre de podcast n'aura certainement pas plu à tout le monde. Mais voilà, j'avais envie de réagir. J'avais préparé complètement un autre épisode ce matin. Et j'avais écrit les grandes lignes. Mais finalement, j'ai reçu ça et quelque part, c'est d'actualité. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt positif. Pourquoi ? Parce que, quel que soit le message véhiculé dans ce journal, ça met quand même en conscience les gens, le rôle de l'alimentation. Il y a quand même quelques chiffres clés qui peuvent un petit peu alarmer. Alors, moi, je suis un petit peu contre les alertes, les alarmes, les trucs de danger. Je préfère amener les gens vers du positif. Moi, j'aime beaucoup les messages positifs. De dire, OK, il y a une alimentation qui est malsaine, il y a une forme de rythme de vie qui est pas bonne, mais voilà, vous pouvez faire un petit peu plus de sport, ça va être ultra positif pour votre santé, vous allez améliorer votre futur, etc. Manger mieux, si vous décidez aujourd'hui de manger mieux, ça sera aussi vos enfants qui vont avoir de meilleurs réflexes parce qu'ils vont vous voir par mimétisme. On sait que les enfants vivent, s'exercent, je ne sais pas comment on pourrait dire, par mimétisme par rapport à leurs parents. Donc c'est plutôt investir aujourd'hui sur une bonne alimentation et sur de l'activité physique. C'est investir pour le futur, notamment pour nous, de manière égoïste, notre santé, etc., mais aussi pour les autres, pour ceux avec qui on va interagir dans le futur. Parce qu'il y aura toujours des personnes chez qui on va déteindre positivement. Donc voilà, pour terminer sur une note positive, si chacun de nous mettons un petit peu à avoir de bons réflexes, à apprendre, à comprendre, à se mettre au sport et tout ça, on va véhiculer une image qui sera attractive et positive. C'est-à-dire, telle personne, elle est en santé, elle est en forme, elle est forte, elle mange bien, elle n'a pas l'air d'être frustrée au niveau alimentaire, elle a l'air de se régaler dans ce qu'elle fait, etc. J'ai envie de faire pareil. Et ça, c'est un message positif. C'est bien plus positif que d'alarmer et de faire peur. Moi, j'aime pas les messages d'alerte et j'aime pas les messages de peur. J'aime les messages qui mettent du positif. C'est-à-dire, imaginez que le futur sera mieux qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voit clairement,
il faut le dire ce qui est, c'est que des messages alarmistes. C'est-à-dire, en 2030, en 2000 machin, ça sera horrible. Donc finalement, les gens se disent, aujourd'hui, c'est bien, il faut en profiter, parce que demain, ça sera horrible. Mais ça met la société dans une forme d'anxiété généralisée que j'aime pas du tout. Moi, je préfère me dire, aujourd'hui, c'est bien, c'est correct, mais on va progresser, ça va être encore mieux, en mettant des choses en place, en continuant à bien manger, en mettant en avant l'agriculture biologique, etc. Enfin bon, bref, après ça c'est mon combat, j'aime bien ça et je pourrais en parler pendant des heures. Donc je m'arrête ici pour ce podcast. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, il y a un gros contenu sur l'énergie, la forme physique et tout, qui dure 4 heures, c'est de l'audio, c'est comme ça. Hein. C'est de l'audio, il y a un peu de vidéo, il y a du texte aussi, il y a un petit guide en texte que j'ai fait avec, mais c'est vraiment beaucoup d'audio. Je l'ai fait volontairement avec beaucoup d'audio, 4 heures d'enregistrement pour que les personnes puissent l'écouter dans les transports en commun, dans leur voiture, quand ils vont faire leur cardio, etc. Et c'est vraiment sur la notion d'énergie, c'est-à-dire la forme physique au quotidien. C'est-à-dire la forme physique et mentale. D'être bien, d'avoir de l'énergie. Pourquoi il y a des moments où on n'arrive pas à décoller son cul du canapé? Pourquoi il y a des moments où on sent qu'on a la patate alors que c'est pas le bon moment? Enfin voilà, toutes ces choses-là, en expliquant les neurotransmetteurs de la motivation, de l'énergie, etc. Comment récupérer. J'ai même parlé des certaines techniques de militaires, les programmes de techniques d'optimisation du potentiel utilisés par l'armée. Toutes ces choses-là pour donner des outils finalement aux gens, à toi ou à je sais pas qui d'ailleurs, pour avoir plus d'énergie. Mais encore une fois, ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont un rythme de vie où ils sont pas dépendants d'un rythme. C'est-à-dire que le rythme, c'est à elles d'imposer leur propre rythme dans leur vie de tous les jours. Par exemple, un entrepreneur, une personne qui dirige, une personne un père ou une mère de famille, enfin, des gens qui sont acteurs concrètement de leur rythme de vie au quotidien. Ces personnes-là, ça va les aider notamment à s'économiser parce que faut pas oublier une chose, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'avoir un bon niveau d'énergie, c'est se réveiller le matin, péter les flammes jusqu'au soir où on va se coucher. Non, c'est pas ça. En fait, avoir un bon niveau d'énergie, c'est avoir un bon niveau d'énergie quand il faut avoir de l'énergie, savoir récupérer au moment opportun pour pouvoir reproduire de l'énergie quand on en aura besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal maîtrisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se cramer, c'est-à-dire qu'ils vont vider toutes leurs cartouches énergétiques à un moment donné dans la journée, et après, elles sont cramées jusqu'au lendemain matin. Pourquoi? Parce que sans sommeil, etc., elles ne pourront pas récupérer de l'énergie. Donc moi, j'explique un petit peu tout ça. Pourquoi? Parce que je suis passé par là, je me suis cramé dans divers domaines, et j'ai réussi avec mes lectures et mes apprentissages et mes conversations téléphoniques avec des experts un petit peu divers dans d'autres domaines, mais qui m'ont appris beaucoup, à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Mais encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je vous mets le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Je vous laisse ici et je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité et puis votre soutien depuis les podcasts qui durent depuis déjà 3 ans, je crois. Donc merci à tous et retrouvez les infos supplémentaires en description pour la formation sur l'énergie. Bye.